en vous invitant à vous mettre au milieu, debout. Debout, vous préférez Puisqu'Édouard Philippe nous a expliqué ce matin que ces fauteuils étaient trop confortables. Ils sont dangereux, oui. Dangereux, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, ils sont très confortables. On va poursuivre avec quelques questions. Il nous reste une vingtaine de minutes pour poser nos questions et vos questions à votre nouveau président. Je vais commencer, moi, par une question un peu provocatrice. Enfin, ça grince, mais ça ne durera pas. Une question un peu taquine, on va dire. Vous n'avez jamais exercé de fonction de directeur sécurité sûreté. Ici, ce n'est pas un problème, puisque cela figure dans les statuts du CDSE. Aucun de vos prédécesseurs n'avait exercé cette fonction. Mais on est tenté de dire que chez vous, c'est presque une habitude. Vous vous êtes imposé dans le milieu du nucléaire sans être ingénieur. Vous vous êtes imposé dans le milieu des ministères de la Défense sans être militaire. Chaque fois, vous avez imprimé votre patte, votre style, votre marque avec beaucoup de détermination, sans craindre de déplaire, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est aussi dans cet état d'esprit que vous abordez votre mandat à la tête du CDSE? C'est agréable. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas à ma place, c'est ça? Bon, le fait que j'ai un profil un peu atypique, effectivement, n'est pas nouveau dans ma vie. Ça, je vous l'accorde. Effectivement, j'ai eu l'honneur d'être directeur de cabinet civil et militaire du ministre de la Défense Le Drian pendant 5 ans, sans être haut fonctionnaire. Et je suis aujourd'hui le patron du nucléaire existant au sein d'EDF, sans avoir été ingénieur. C'est vrai. Je le reconnais, c'est l'histoire de ma vie, l'histoire de rencontres et de passion. J'espère surtout à chaque fois être à la hauteur. Alors ici, pour le coup, c'est peut-être la première fois où je suis vraiment à ma place, puisqu'il ne faut pas être directeur sûreté-sécurité pour prendre la présidence de ce club. Donc, au fond, je suis là où je suis. En tout cas, moi, je voudrais vous dire vraiment que je suis très, très heureux de la proposition que vous m'avez faite par la voix de Stéphane de vous rejoindre, et que je n'aurai jamais en tête cette question étrange de savoir si je suis à ma place ou non. Tant que vous estimerez que je peux être utile, comme je le disais tout à l'heure, je serai ravi d'être là. Et puis tout à l'heure, notre collègue, le patron de Viginum, disait citer René Char, et tout d'un coup ça m'est revenu. Je pourrais dire, comme disait René Char, à te regarder, ils s'habitueront. C'est clair. Monsieur le Président élu, l'année dernière, on vous avait reçu également. On vous avait là aussi un tout petit peu taquiné sur est-ce qu'on aurait l'électricité à Noël, à cause de la maintenance des centrales nucléaires. Alors cette année, les centrales nucléaires, elles fonctionnent, mais est-ce que vous pouvez encore une fois nous rassurer ou pas? On peut s'interroger notamment à moyen terme sur on peut avoir des inquiétudes sur les stocks d'uranium. Est-ce que vous pouvez là aussi nous rassurer ou pas? Alors, bon, tout d'abord, j'aimerais que vous notiez que quand je vous avais rencontré, effectivement, nous étions dans une période de panique généralisée. Nous allions tous mourir, il n'y avait plus d'électricité, il fallait arrêter les trains, fermer les écoles. Et vous reconnaîtrez que je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà. Et vous m'aviez accusé peut-être d'être un peu trop porte-parole de ma maison. Non, je le croyais vraiment. Je vous le redis, au nom de tous les salariés d'EDF et du nucléaire en particulier, puisque c'est quand même 75% de notre électricité, l'idée que l'hiver, on va avoir un peu plus froid et peut-être un peu plus besoin de lumière qu'en été, ne nous avait pas échappé. Et donc, nous avions bien un dispositif veillant à remonter en puissance à ce moment-là. Je sais, ça aurait pu être une surprise stratégique, mais enfin, depuis 1946, on avait eu le temps de se préparer. Donc, effectivement, nous avons été à la hauteur, et grâce soit rendue à tous les salariés de la maison, parce qu'on avait rencontré une difficulté très particulière de corrosion sous contrainte à l'époque. On est en train de remonter la pente, et là, vraiment, 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 soyez tranquilles pour votre petit Noël, vous aurez de l'électricité à tous les étages. Alors, par rapport à votre question, et je comprends, puisqu'elle vient d'une question qui avait été posée tout à l'heure sur les stocks stratégiques, tout à fait. Et en particulier en parlant du Niger et de l'uranium, là aussi, je veux vous rassurer. Alors, je prends l'engagement et je vous promets que je ne serai pas démenti. La France, sur ce domaine-là, a su planifier
a su prévoir. Et donc, nous avons des stocks stratégiques qui nous permettent de voir dans le temps et dans la durée. Non seulement tous mes prédécesseurs ont travaillé à une politique de diversification, c'est-à-dire que l'uranium français ne vient pas que du Niger, vous vous en doutez bien, il vient de tous les continents. Et puis, par ailleurs, nous avons stocké de manière assez massive et je pense bienvenue. Donc, pas d'angoisse pour Noël, mais même pas d'angoisse pour les quelques années qui viennent en termes d'uranium. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Nous arrivons à l'issue d'une journée de travaux, de débats, au cours desquels on a abordé un certain nombre de fronts sur lesquels les entreprises doivent se battre dans un contexte de guerre économique, même si Édouard Philippe a dit ce matin que ce concept ne lui était pas si cher que ça. En tout cas, lui paraissait peut-être parfois décalé par rapport aux vraies guerres qui sont menées aujourd'hui. Dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui ont retenu votre attention? Est-ce que j'ai découvert des choses? Peut-être pas, si ce n'est me réjouir, mais je pense comme vous tous, du fait que le concept de souveraineté, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui il y a encore 3 ans passait pour une forme de ringardise, et alors quand vous adossiez l'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement dans mon métier, là on vous renvoyait carrément au paléolithique, que tout d'un coup ces notions-là de maîtrise de son destin soient revenues au cœur collectif, je trouve fait énormément de bien et donne en particulier sincèrement, et Bernard Cazeneuve le disait tout à l'heure quand on le raccompagnait, une force très significative, très symbolique au colloque qui s'est tenu aujourd'hui. Je trouve que vraiment il y a du sens. Le point que je retiens, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, parce que c'est une conviction propre, mais de l'entendre évidemment de gens qui ont eu ce pouvoir et ce recul en étant Premier ministre, à la fois Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve, c'est l'idée que nous manquons de profondeur stratégique. Je crois qu'à l'égard justement de cette souveraineté, alors évidemment le nucléaire est une caricature. On était les numéros 1, on a annoncé qu'on fermait, puis tout d'un coup on redémarre. Exemple type d'absence de vision long terme. Il y a une commission d'enquête spécifique sur le sujet, elle est très bien documentée. Mais d'une manière générale, et y compris sur le métier sécurité, y compris sur ces éléments-là, je pense que leur appel, les 2 premiers ministres, avec le recul de cette profondeur stratégique, de la nécessité, on disait de lire tout à l'heure, mais en tout cas de retravailler un certain nombre de concepts pour être prêt tout simplement, pour pouvoir s'entraîner et se préparer dans le bon tempo, d'être sur les bons objectifs. Ce travail-là, il est effectivement un peu en berne et j'ai le sentiment que le CDSE, là où il est, pour la partie qui le concerne, peut être un élément de cette réflexion collective et de cette relance. Moi, c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il faut relancer la réflexion stratégique dans notre pays. On a trop baissé la garde sur ces questions-là. On a cité effectivement les livres blancs de la défense. Je suis le premier surpris qu'il n'y en ait pas eu, là, pour cette nouvelle loi de programmation. Dans un contexte où la guerre est de retour en Europe. Le fait qu'il n'y ait pas eu de livre blanc, pour moi, c'est une marque qui correspond exactement à ce que nous ont dit les 2 premiers ministres. Il y a un problème dans notre pays de réflexion stratégique et d'acceptation de cette réflexion stratégique. Je pense qu'il faut la reprendre. C'est ce qui permet d'anticiper, c'est ce qui permet de voir loin et c'est ce qui permet d'être prêt. C'est ça que je retiendrai. Une dernière question peut-être. Vous avez insisté pendant votre discours sur la valeur économique de la filière sécurité-sûreté. Vous avez indiqué que ce serait bien sûr l'un de vos combats à poursuivre, à mener. Un combat qui serait à poursuivre et à mener auprès de qui? En interne, oui. En externe, auprès justement du politique, tout le monde, des autorités? Oui, bien sûr. D'abord, évidemment, au sein des entreprises elles-mêmes, parce que ça fait partie de la reconnaissance de la fonction, bien évidemment. Et puis, plus largement, pour être reconnu à l'interne, il faut aussi passer par l'externe. On le sait très bien. Je sais que c'est un de vos combats, hein, et je sais que vous y travaillez, et que je ne suis pas en train de réinventer l'eau chaude. Je dis qu'on a peut-être une brèche, un moment,
un peu particulier grâce à la cyber. Pardon, mais ce sujet-là est en train de créer une espèce de psychose collective qui peut nous être utile dans la réflexion sur la valeur économique de l'entreprise. Il y a des sujets qui sont extrêmement simples. Quand vous êtes, comme Émile et moi, à EDF, que j'ai un programme sécuritaire d'1,2 milliard, bon, là, on sait exactement ce que ça coûte. Mais en revanche, qu'est-ce que ça rapporte? Tout d'un coup, c'est plus compliqué. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui vient des agences. Je suis frappé par le fait que depuis 2 ou 3 ans, ce n'est pas un hasard, hein, c'est le post-Covid et le post-Ukraine, les agences de notation, pas extra-sociétales, Standard & Poor's & Co, maintenant posent des questions sur le niveau de la protection des entreprises, que ce soit les biens matériels ou immatériels. C'est très nouveau. Et je pense que là se niche la question justement de la valeur économique, parce que tout d'un coup, les directions financières vont être obligées de travailler le sujet. Et puis dans les notations extra-financières, vous avez aussi de plus en plus cette question qui commence à apparaître et qui sont évidemment très dominantes. Alors aujourd'hui, c'est encore le carbone, c'est encore la responsabilité sociétale qui est première. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer, je dis simplement que cette fonction-là, elle doit apparaître là, parce que c'est ça ensuite qui permet de mesurer la valeur économique essentielle à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'il y a un moment, qu'il y a une brèche, qu'il faut qu'on essaye de s'en saisir tous ensemble et de capter l'attention à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À votre nouveau là, président. À votre nouveau président. Là, tout au milieu de la salle, de ce côté-là, je vois. C'est gentil. Je sais. Je vous écoute. Bonjour Monsieur Lewandowski, merci pour votre intervention. Un des éléments qu'on peut retenir des commissions à l'Assemblée nationale et tout le débat qu'on a eu depuis quelques années sur l'énergie, c'est la difficulté de la France dans son rapport de force vis-à-vis de l'Allemagne. Notamment Henri Proglio en a beaucoup parlé, enfin, il est celui qui est allé le plus loin dans la dénonciation. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'au niveau de l'État français et des différentes instances qui sont chargées de ces questions, assumer ouvertement un rapport avec l'Allemagne sur ces questions qui soit beaucoup plus franc et dire quels sont nos intérêts et quelles limites on ne doit pas dépasser? Merci. Le rapport de force avec l'Allemagne sur l'énergie, j'allais dire, il est de tout temps. Effectivement, il a pris une ampleur très particulière avec la décision d'Angela Merkel de se retirer du nucléaire. Et depuis, pour éviter que l'avantage compétitif perdu par les Allemands puisse bénéficier aux Français, vous avez effectivement une guerre qui n'est pas souterraine à Bruxelles, matin, midi et soir, des Allemands et aidés par les Autrichiens contre nous en particulier. Plusieurs points. D'abord, ce n'est pas la faute des Allemands si nous avons baissé la garde sur le nucléaire. On est capable d'être idiot tout seul. Et là, on a besoin de personne et on l'a montré. Deuxième point, il ne faut pas être naïf, bien évidemment, par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Et je pense que le rapport de force est vraiment engagé. On l'a vu, pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur des questions financières qui étaient posées. Est-ce que les financements peuvent aller vers le nucléaire ou non? Ce sujet-là a fait l'objet d'un combat et nous l'avons gagné. Aujourd'hui encore, il y a toute une série de débats sur l'inclusion du nucléaire dans l'énergie future de mix européen pour aller vers la décarbonation. C'est un combat que nous avons à nouveau gagné. Donc le combat, il est réel et par rapport à votre interpellation, je pense qu'il est très engagé et aujourd'hui les pouvoirs publics sont très engagés à Bruxelles pour faire en sorte que l'Allemagne, l'Autriche et ses quelques soutiens ne puissent pas faire en sorte à nouveau de s'en prendre au nucléaire français. Donc la lutte est bel et bien là. Elle n'est pas du tout secrète, elle est très directe. D'ailleurs, on en voit plein les journaux. Enfin, le sujet est très apparent. Il faut qu'on soit extrêmement fort sur le sujet, ne rien lâcher et accepter le combat. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ou est-ce que nous libérons déjà notre président que vous pourrez... Non, président.
sinon agressé, en tout cas abordé autour d'un verre. Alors agressé, non, ça va, on vous a agressé suffisamment. Merci à tous, merci Cédric Lewandowski. Merci à vous, et bravo pour aujourd'hui, et bravo pour les organisateurs. Je pense